Écoutez les entrevues de la communauté jeune et ambitieux. Chaque début de mois, nous recevons pour vous un invité de marque qui vient partager avec nous son parcours exceptionnel, plein de défis, d'opportunités et de succès. Cela est un grand privilège pour nous, car leur parcours nous encourage et nous inspire dans notre quotidien. Bonjour et bienvenue dans cette communauté de partage. Je suis Faisal Kemtouré et j'accueille pour vous aujourd'hui un confrère du domaine des technologies de l'information et de la communication. Alors, bonjour Amon, vraiment c'est un réel plaisir de t'accueillir aujourd'hui sur cette chaîne pour Oui, merci. échanger avec toi ton parcours, en tout cas que je connais un peu. On va dire un parcours très brillant que j'ai Merci. beaucoup apprécié et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que tu pourras partager avec nous Ok, sur cette chaîne-là afin ok, que ceux qui sont intéressés puissent s'en inspirer. Donc, ok. sur ce, pour débuter, Oui. je m'en vais te demander de te présenter à cette communauté-là. Comment est-ce que tu te présentes? Mhm. Qu'est-ce que tu fais comme activité? Dans quelle spécialité, notamment, est-ce que tu exerces? Et où est-ce que Oui. tu résides? Un Ok, peu de ce que tu voudrais dire de toi-même à cette communauté. ok. Merci, Faisal. Merci pour avoir pensé à moi. Voilà. Disons simplement, je m'appelle Amon Bazongo. Ok. Je suis du Burkina Faso. Ok. Et je suis né en Côte d'Ivoire d'une mère ivoirienne. Donc, disons, j'ai un peu les deux nationalités. Voilà. Je suis actuellement résident de Taïwan. Cette année, en tout cas, je suis à Taïwan. Et je suis dans le domaine des technologies numériques. Actuellement, je suis, disons, consultant pour une boîte d'objets connectés. J'ai été aussi développeur pour un e-commerce ici à Taïwan. Voilà, donc en gros, c'est mon domaine comme ça. J'ai, disons, un master en big data. Voilà. Et côté personnel, je suis célibataire, mais je suis déjà pris. Sûrement dans les mois à venir, je dois faire les fiançailles. Donc Ok, voilà un peu, super. voilà Félicitations comment à c'est. toi. Voilà, merci. Voilà un peu, en gros, comment je me présente. Ok, super. Alors, déjà, en écoutant un peu ton parcours, on sait que actuellement tu résides à Taïwan. Oui. Et comment est-ce que tu es parvenu du Burkina à Taïwan? On voudrait peut-être avoir plus d'éclaircissements. Ah, Et ah. pour commencer, voici une question. On aimerait savoir quel a été ton parcours depuis ton enfance, ton parcours scolaire et universitaire. Ok, d'abord, comme je l'ai dit, je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai commencé, voilà, le primaire en Côte d'Ivoire. Mais mon père étant burkinabé et il voulait repartir voilà, dans le pays, au Burkina, donc j'ai suivi mon père. Et ma mère étant ivoirienne est restée en Côte d'Ivoire. Donc je suis allé en Côte d'Ivoire continuer voilà, mon primaire, le secondaire et tout. C'était essentiellement à Bobo Dioulasso et à Ouagadougou. Ok. J'ai fait ensuite un bac série C, ok, au lycée mixte de Gunguin. Et après cela, je suis allé faire l'université à Bobo Dioulasso. Déjà, après le bac C, j'aurais pu faire beaucoup d'autres choses. J'aurais pu faire le journalisme, la pharmacie, la médecine. Mais bon, finalement, j'ai décidé de faire voilà, l'électronique à l'université polytechnique de Bobo-Dioulasso. En son temps, je sais que maintenant, ils ont changé de nom. Je pense que c'est l'Université nationale de Bobo maintenant. Voilà, donc j'ai fait 2 ans à l'UPB, comme on l'appelait, et je suis allé à Ouaga faire encore une année de licence en réseau et télécom. Donc voilà un peu au Burkina comment ça s'est passé. Mais vous savez, en ce moment, euh, euh, c'est le boulot maintenant qui commence à surgir. C'est-à-dire, on commence à demander qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que je continue les études? Est-ce que je cherche à aller à l'extérieur? Voilà, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Mes parents, en tout cas mon père, voulait que j'aille en France. Ok, moi personnellement, je n'aimais pas trop la France. Bon, je sais que bon, c'est entre guillemets, hein, je trouvais que c'était un peu compliqué d'aller en France. Je ne voulais pas trop aller en France. Par contre, je voulais aller au Ghana. Ok, je me préparais pour aller au Ghana, apprendre l'anglais. Je voulais être dans un environnement vraiment très différent parce que pour moi, le Burkina et la France, je n'allais pas voir quelque chose de vraiment choquant culturellement. Donc, je voulais une vraie différence et je voulais aller au Ghana.
Mais pendant que je me préparais disons, un départ pour le Ghana, j'ai entendu comme ça quelqu'un parler de Taïwan. C'était à l'école, quelqu'un parlait d'une bourse de Taïwan, ok? Et en ce temps, personne n'avait l'intérêt, n'avait envie d'aller à Taïwan, vous voyez? Donc, j'ai décidé, ben, je vais aller voir, je vais aller jeter un coup d'œil. Je suis allé, en ce temps, il y avait une ambassade de Taïwan. J'ai pris toutes les informations. J'étais avec un bon ami à moi. Je l'ai motivé. Je dis, hey, déposons les dossiers, je suis sûr qu'on va avoir. On a de bons parcours, mais malheureusement, bon, comme je disais, les gens n'étaient pas trop intéressés parce que, bon, Taïwan, c'est pas l'Europe, Taïwan, c'est pas les États-Unis. D'ailleurs, on disait Taïwan, c'est où? C'est très loin, pourquoi je vais aller aussi loin? Mais comme je voulais vraiment, oui, Peut-être rappeler la période, c'était dans les environs de 2000, c'était 2009, 2010, c'était c'est ça? 2011 exactement, l'année 2011 exactement. Ok. Et effectivement, Voilà. je me rappelle qu'en son temps, ça devait être les premiers, hein, des premiers en tout cas Oui, de cette université-là, sinon voire même du Burkina, oui, oui, qui... oui, effectivement. Oui, euh, il y avait quand même, il y avait des gens qui étaient à Taïwan, mais c'était très peu connu, très, très peu Ok, connu. ok, d'accord. Et voilà. Et mais malgré ça, je me suis dit, bon, je vais tenter parce que je voulais quelque chose vraiment de différent. Et voilà, j'ai tenté et ça a marché. Et je suis venu à Taïwan pour étudier la langue chinoise. Et aussi, voilà, j'ai après, voilà, commencé à étudier voilà, l'informatique. Mais je pense que ce qui a fait que j'ai vraiment pu avoir cette bourse, c'est ma volonté de vouloir créer une entreprise. Parce que durant l'interview, ils m'ont demandé pourquoi tu vas aller à Taïwan. J'ai dit, ben, je vais aller à Taïwan parce que j'ai fait mes recherches et j'ai vu que Taïwan, côté électronique et informatique, sont très avancés. Et je veux aller à Taïwan, apprendre et revenir au Burkina, ouvrir mon entreprise. Donc, je pense que c'est ça qui a un peu fait plaisir à ceux qui faisaient l'interview et j'ai pu avoir la bourse pour aller à Taïwan. Donc, voilà un peu comment je suis arrivé à Taïwan et voilà. Wow, parfait. C'est très intéressant ce que tu nous expliques. Effectivement, je me rappelle en son temps, c'était à l'Université nationale Nazi Boni, maintenant on appelle hein, Ok, l'Université Nazi Bouni, polytechnique. c'est ça. Oui, oui. C'est ça. Oui, C'est oui. ça. C'était des choses qui étaient assez nouvelles, qui venaient d'arriver et Oui. vraiment on a été très ravis de savoir que voilà, il y a des membres de cette université-là, Les anciens. voilà, des promotionnaires, ouais, Oui, oui. qui allaient carrément à Taïwan dans un Mhm. autre environnement. Et Oui, nous également, après votre départ, cela nous a incité à nous orienter aussi vers, peut-être pas Taïwan nécessairement, mais d'autres universités à l'international pour oui, oui. essayer de voir s'il y avait des opportunités pour nous aussi. Effectivement, Et effectivement. donc, pour... Et une chose Oui, que je veux ajouter, c'est pour dire que, en fait, c'est vrai que d'autres personnes, ils ont cherché d'autres pays, mais c'était l'occasion pour moi de montrer que aller à l'étranger, c'est pas forcément aller dans un pays spécifique. C'est simplement quitter là d'où tu es habitué et aller dans un endroit vraiment nouveau. Donc, plus tard, lorsque on m'a demandé pourquoi je suis allé à Taïwan, j'ai simplement dit que je voulais seulement quitter le pays pour aller voir quelque chose de nouveau. Donc, c'est pas en fait Taïwan le souci, mais c'est le fait d'être à l'étranger, tout simplement, qui est le plus important. Donc, c'est un peu ça que je voulais ajouter. tout à fait. Assez intéressant. On sait très bien que à partir du moment où tu quittes le pays, tu vas dans un autre environnement, tu apprends beaucoup de choses, même la culture, les Effectivement. nouvelles technologies et autres. C'est Mhm, assez enrichissant en tout cas pour ta personne. Et mhm. donc, pour continuer dans ce sens-là, je m'en vais Oui, te poser une autre question concernant toujours tes études. oui, Tu nous as dit tout à l'heure qu'à l'université, tu as commencé avec l'électronique oui, oui. pour tes premiers pas à l'université. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et par la suite, tu as continué également dans le domaine de la technologie. Oui. Alors, on est tenté de te demander qu'est-ce qui t'a orienté dans ce choix-là? Pourquoi, on va dire, dès le bac, tu n'as pas opté de faire de la finance, de l'économie ou bien de la langue, comme tu l'as dit tout à l'heure? Oui. Qu'est-ce qui t'a orienté plutôt dans l'électronique, les technologies de l'information? Je suis sûr qu'il y a eu un impact
côté cinématographique, ok, les films hollywoodiens ont joué sur ma décision. Ah Vous bon, hein? savez, vous avez Autant que... lorsque bon, je sais pas si je suis un peu bizarre, lorsque je regarde les films, généralement les gens aiment les acteurs principaux, c'est-à-dire ceux qui font le karaté, ceux qui sautent ici, ils sautent là-bas, voilà, les gens aiment ces genres de personnes. Mais moi, généralement, quand je regardais les films, j'aimais plus ceux qui étaient derrière, en fait, dans les bâtiments, en train de manipuler les ordinateurs, en train de, voilà, créer des gadgets, technologies, etc., etc. L'exemple, par exemple, de James Bond, ok, James Bond, moi, le plus important, c'est pas James Bond même, c'est celui qui a créé les gadgets électroniques. C'est lui que j'admire dans le film en question. Donc, c'est ça, en fait, qui m'a attiré au niveau de la technologie. Et lorsque j'ai voulu faire un choix, malheureusement, au Burkina, il n'y a pas vraiment, le système éducatif ne donne pas vraiment beaucoup de valeur à ceux qui font de la technique, de la technologie. C'est un peu dommage. Donc, j'ai voulu faire ça et j'en ai parlé à mes parents. Et je me rappelle, j'avais même fait des recherches en amont pour savoir comment est-ce qu'on devient électronicien, informaticien. Et dans les pays comme ici à Taïwan, tu dois faire d'abord, tu dois être bon dans les maths, dans les physiques, n'est-ce pas? Et j'ai dit à mon père, bon, moi je vais faire maths physique. Il a dit non, jamais, tu ne vas jamais faire maths physique. Parce que d'ailleurs, mon père est professeur de mathématiques. Donc, il n'a pas voulu que je fasse les maths physiques parce que, euh, comme les ingénieurs, comme ceux qui sont intéressés dans la technologie, au Burkina Faso, malheureusement, les professeurs, les enseignants ne sont pas vraiment mis en valeur. Donc, il n'a pas voulu que je le fasse. Mais j'ai découvert plus tard qu'il y a l'université de Bobo-Dioulasso qui faisait, où on pouvait faire l'électronique. Et je suis allé, j'ai convaincu mon père de m'envoyer faire le test. OK, et j'ai pu passer le test parce qu'il devait sélectionner quelques personnes, je pense 5 personnes, un truc comme ça. Et j'ai pu passer le test. C'est comme ça que j'ai pu convaincre en fait mes parents de me laisser aller faire l'électronique. Donc disons, j'ai voulu forcer à faire quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu, qui n'est pas vraiment poussé et mis en valeur au Burkina. Mais j'ai voulu surtout réaliser mes rêves. Ok, dans ma tête, je voulais être comme ces gens qui sont dans les films là, qui fabriquent les gadgets. Je voulais comprendre la technologie et j'avais aussi l'avantage d'avoir une bonne base dans les matières scientifiques. Ok, donc je me suis dit, ben, pourquoi pas, pourquoi ne pas tenter de faire ça. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais je reste sur l'argument hollywoodien de la chose. Je pense que ça m'a beaucoup. J'aime par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la série 24 heures chrono. Il y Oui, a, oui, bien il y a, il y sûr. a Jack J'ai été Bauer, diffusé. Jack Bauer, voilà. Moi, par exemple, la personne que j'aime le plus dans Jack Bauer, c'est Chloé O'Brien, qui est derrière voilà, qui est en train de chercher les informations. C'est carrément une analyste. C'est une Tout à fait. analyste qui cherche les informations. En fait, c'est cette personne-là que j'aime et que j'ai voulu ressembler à cette personne et j'ai carrément, voilà. Et heureusement que quand j'ai continué quand j'ai continué l'électronique et l'informatique, je faisais mes recherches, je me suis rendu compte que l'informatique, ces domaines-là se retrouvent dans presque tous les autres domaines. Par exemple, tu as parlé des finances, voilà, de l'économie. Dans tous ces domaines, on peut mettre en pratique l'informatique. Donc, je me suis dit, bon, bah, je suis dans mon environnement, alors je peux aller dans tous les autres domaines sans problème. Voilà, donc c'est un peu comment je peux expliquer mon choix de mon domaine, en fait. Ok, super. Poursuivant dans le même sens, Oui, on voudrait également comprendre, après avoir quitté l'université Nazi Boni, oui, tu as atterri à Taïwan. oui, Quelle a été la suite de tes études? Tu as d'abord fait les études de langue. oui, oui, Ensuite, tu dis que tu t'es orienté également sur les technologies de l'information, oui, spécifiquement sur quoi, dans quelle oui, université, comment a été l'environnement dès le début. Pour quelqu'un qui quitte le Burkina, on sait oui, que les environnements sont carrément différents. c'est ça. Et si je ne me trompe pas, à Taïwan, la langue, c'est l'anglais. L'anglais et également le mandarin. Oui. Oui. Alors, quand j'ai quitté le Burkina, bon, déjà,
il fallait apprendre le mandarin parce que la première langue à Taïwan, c'est le chinois, le mandarin, ok, mandarin chinois. L'anglais, c'est une deuxième langue, mais bon, dans la pratique, tout le monde parle plus le mandarin, donc il fallait forcément qu'on apprenne le mandarin. Et, euh, et durant cette période d'apprentissage de la langue, il fallait qu'on choisisse les universités, la filière dans laquelle on va continuer. Okay. Comme j'avais dit, j'ai voulu continuer dans l'électronique, mais je me suis rendu compte très rapidement que l'informatique était un domaine qui avait une meilleure tendance que l'électronique. Vous voyez, et je prends un exemple simple. Lorsque j'ai eu à rencontrer un certain nombre de personnes ici qui ont travaillé dans l'électronique, on disait que c'est le high-tech, ok? Mais de nos jours, le high-tech, c'est l'intelligence artificielle, les données, etc., etc. Donc, ok, donc j'ai donc décidé de faire l'informatique et je suis allé dans une université qui est censée être la... Bon, on nous dit que ils sont dans les 3 meilleures universités de Taïwan, ok? Donc, ils ont une méthodologie, une technique qu'ils utilisent dans l'enseignement qui est très différente de ce qu'on a vécu au Burkina Faso, ok? Pour donner plus de précision, par exemple, au Burkina Faso, le professeur est toujours à ta disposition, ok? Il explique très bien les cours, ok? Et par exemple, il n'est pas obligé de finir le programme. Mais à Taïwan, les choses vont très vite. Les études vont très, très, très vite et tu es obligé de te former toi-même. Et une autre chose, comme c'était dans une langue que je ne maîtrisais pas, notamment le mandarin, j'étais obligé d'apprendre 2 ou 3 fois plus en tout cas plus vite que les autres essentiellement taïwanais. Dans ma classe, j'étais le seul noir, voilà, le seul qui est carrément différent. Donc, c'était vraiment compliqué, non seulement pour avoir des amis qui vont t'aider, pour comprendre même ce que le prof dit, pour comprendre les exercices, pour tout comprendre. La plupart du temps, j'étais obligé de me former vraiment par moi-même. Et heureusement que Internet est assez développé, donc on a eu beaucoup d'informations sur Internet. Il y a d'autres universités sur le net qui donnent des cours de ce même type. Donc, on a vraiment utilisé Internet sans quoi ça serait vraiment, ça serait vraiment un grand échec. Hein. On a utilisé les ressources qu'on a et on a appris par nous-mêmes. Voilà. Donc, c'était vraiment difficile. Mais la première des choses, c'était de savoir comment le système dans le pays fonctionne, comment le système éducatif fonctionne. Ça, j'ai pris carrément 2 ans pour carrément savoir comment ça se passe. Vous voyez? Et lorsque j'ai compris, là, c'était OK. Je pouvais maintenant apprendre autre chose et puis pouvoir passer les classes normalement. Vous voyez? Donc, ici, on est dans un système de crédit, c'est-à-dire, même si tu es en 5e année et que tu ne passes pas un crédit, tu peux faire 2 ou 3 ans en plus. Donc, c'est très compliqué, mais on a réussi voilà, à finir le processus. Voilà. Donc, voilà un peu les conditions dans lesquelles c'était. Ok, parfait. Je vois effectivement que ce fut vraiment un grand challenge que Oui, tu as relevé. oui, Alors, comme tu le disais tantôt, il y a eu beaucoup de difficultés. Je oui, suis tenté de te demander quelles étaient effectivement les difficultés que tu as eu à rencontrer. Par exemple, oui, pour quelqu'un qui quitte aujourd'hui le Burkina ou un des pays de l'Afrique et qui oui, rejoint un pays de l'Asie, peut-être oui, pas à Taïwan, mais en Asie. oui, Alors, oui. quelles sont les difficultés que cette personne peut rencontrer et quelles solutions est-ce qu'on a Mhm. pour pallier en fait aux différentes difficultés qu'on peut rencontrer et mieux Ok, relever son défi? ok. La première des choses, je dirais d'abord, c'est la langue. C'est-à-dire, la langue est le premier grand obstacle à la vie ici en Asie. Certains sont chanceux, comme nous, on a eu à apprendre la langue 1 année avant de commencer les études. Mais d'autres n'ont pas cette chance, c'est-à-dire quand ils arrivent, ils doivent immédiatement commencer. Donc, voilà, certains pratiquement abandonnent, ok, et d'autres vraiment se débrouillent et ils arrivent à parler la langue, ok. Mais le conseil que je peux donner, c'est de se faire beaucoup d'amis,
ok? Parce que ce sont vraiment les amis qui nous ont permis de parler correctement la langue. C'est-à-dire, à part les cours, il faut avoir des amis avec qui tu fraternises. Ça, c'est très important. Et nous, on a pu, en quelques semaines, avoir les fondamentaux de la langue en quelques semaines, juste avec les amis qu'on avait. Voilà, donc c'est déjà le premier problème que tu peux avoir. Le deuxième problème, c'est le fait que tu es africain. Africain pour ne pas dire de couleur de peau noire. Parce que, vous savez, dans le monde, il y a des stéréotypes qui concernent les Africains. C'est-à-dire, les Africains, par exemple, voilà, ils vivent avec des animaux, ils vivent dans des cases. En Afrique, il fait chaud. Est-ce que vous avez des avions? Comment vous êtes arrivé en Asie? Voilà, ça, c'est des stéréotypes que les gens ont. Et il faut être quand même fort moralement pour pouvoir tenir. C'est-à-dire, les gens vont te regarder à gauche, à droite. Voilà, il faut être fort. Voilà, c'est pas comme en Europe ou aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des Noirs. Okay? Il y a même un président noir. En France, il y a plein de Noirs, même dans le gouvernement. Mais en Asie, c'est totalement autre chose. C'est carrément un autre monde. Et tu vas devoir affronter l'ignorance, okay, ou la méconnaissance de tes origines de la part de ceux qui t'accueillent. Donc, c'est un gros problème. Certaines personnes sont victimes de ce genre de comportement des Asiatiques, mais c'est pas de leur faute parce qu'ils ne savent pas, en fait. Ils savent vraiment pas comment c'est en Afrique. C'est maintenant qu'ils commencent vraiment à apprendre. Donc, c'est un gros problème qu'ils vont rencontrer. Et la manière de résoudre ce problème, je pense, c'est d'être ouvert, en fait. C'est d'être très ouvert. Parce que lorsque tu es très fermé, tu peux facilement t'énerver et ça va jouer sur tes études, jouer sur ta vie en général. Mais si tu es ouvert et que tu prends la chose de façon positive, tu vas devenir un professeur. C'est-à-dire tu vas commencer à montrer aux gens, enseigner aux gens ce que c'est que l'Afrique, comment en Afrique on vit, parce que j'ai eu à le faire ici à Taïwan. On m'invite lors de certaines conférences pour parler de l'Afrique, pour parler de l'histoire de l'Afrique, pourquoi en Afrique c'est ceci, est-ce que les stéréotypes sont vrais ou pas. Donc j'ai eu la chance de faire plein de conférences, non seulement en anglais, mais aussi en mandarin, en chinois, pour expliquer l'Afrique aux Taïwanais. Donc ça facilitait en fait le fait de pouvoir gérer le côté émotionnel qu'on peut vivre ici. Ensuite, le troisième point, c'est le système. OK? Surtout pour ceux qui viennent d'un milieu francophone, ça sera très difficile parce que ce que j'ai remarqué, c'est que les francophones, ils sont beaucoup plus à l'aise côté études. Voilà, le système éducatif est très différent. Hein? Je sais que par exemple, c'est le LMD, en Asie, c'est totalement autre chose. Donc, il faut être encore une fois ouvert à tout type de changement. OK? Et lorsque tu te fais des amis, ils peuvent facilement t'expliquer les choses, te guider pour qu'il y ait moins de problèmes. Il faut, pour ceux qui viennent du système francophone, avoir vraiment le goût du travail. Je ne dis pas que dans le système francophone, les gens n'aiment pas travailler, mais lorsqu'on arrive en Asie, il y a vraiment une grosse différence sur la manière dont les gens voient le travail. Donc, c'est quelque chose que les gens vont remarquer lorsqu'ils vont arriver en Asie. Si les artistes sont au stade où ils sont, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup. Ils travaillent trop. Voilà, pour un francophone, on dirait qu'ils travaillent trop. OK? Donc, c'est quelque chose que ceux qui arrivent en Asie vont devoir affronter et accepter et changer leur manière de faire les choses. Sinon, ça sera très compliqué. Lorsqu'on arrive là, les gens travaillent pratiquement, tu dors très tard, tu te réveilles très tôt pendant une très longue période. C'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas prêt à accepter du changement. Donc, voilà un peu, en gros, grosso modo, ce que je peux dire. Bien sûr, lorsqu'il y a d'autres problèmes, les autres problèmes, sont des problèmes que tu peux rencontrer ailleurs dans le monde ou même dans ton pays. OK? Mais les problèmes spécifiques à l'Asie, je dirais que c'est ceux-là. Et c'est très important d'être vraiment ouvert et voilà, et d'être concentré sur l'objectif que tu te fixes. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. Ok, parfait. Je pense que tu as été très clair. Tu as bien noté les différentes difficultés et également les solutions qui vont avec, en commençant par le problème de la langue, la Oui. méconnaissance de l'Afrique de la part des résidents de ces pays-là.
mais Mhm, également le système éducatif qui est assez différent et on l'a mhm, bien noté. mhm. Alors, pour continuer, après ces études de langue-là, Oui, c'est après cela que tu t'es inscrit maintenant dans la continuité du domaine de l'informatique. C'est bien cela. c'est ça, Et c'est ça. quelle spécialité tu as commencé? Oui, Qu'est-ce que tu as oui. fait exactement comme parcours dans cette spécialité-là? Ok, alors lorsque j'ai fini, alors je n'ai pas attendu de finir les études pour commencer d'abord à travailler parce que, vous savez, lorsqu'on fait des filières technologiques de ce type, la pratique est beaucoup meilleure que la théorie. Ok, donc, bien avant que je ne finisse, j'avais déjà commencé à travailler, ok, dans certaines entreprises ici à Taïwan. Et je voulais le faire avant de continuer un master parce qu'il faut vraiment avoir une expérience concrète avant de continuer. C'est très important. Donc, j'ai eu à travailler dans des entreprises pendant au moins 1 an avant de m'inscrire pour un master en Big Data précisément. C'est pas comme on dit bon, je sais pas s'il y a un terme francophone pour ça, mais je pense que tout le monde dit Big Data, c'est ça? Oui, oui, tout à fait, c'est bien ça, du big Voilà, data. voilà, Puisque voilà. c'est Donc, assez nouveau voilà, et presque tout le monde utilise le même terme, même en Afrique ici. voilà. Donc, c'est dans ce domaine que je me suis orienté précisément. Et vous savez, lorsqu'on étudie les big data, on est obligé d'entrer dans l'intelligence artificielle, l'apprentissage, machine, et voilà, les objets connectés, voilà, et aussi un peu disons la blockchain, les crypto-monnaies, etc. Donc, actuellement, c'est dans cet univers-là que je baigne. Et voilà. Comme je le disais, je suis un peu consultant pour voilà, une entreprise d'objets connectés. Voilà. Ok, parfait. Maintenant, tu viens d'aborder effectivement que tu n'as pas attendu de finir ta formation avant de commencer tes premiers boulots. Oui. Tu peux revenir un peu sur ton premier boulot, tu nous l'expliques comment ça a été, dans Oh, quelle situation tu t'es retrouvé. À titre d'exemple, je vais te ok. parler de ce qui se passe ici en Afrique. Euh, Beaucoup d'entre nous finissent la formation Oui. ici et on entame la vie professionnelle Oui. et on est très vite confronté en fait à la réalité des choses. Oui. Et ce qui se passe, c'est qu'on est nombreux à sortir de ces universités-là et Mhm. on est tous à la recherche de l'emploi, souvent même de stage. Et Oui, à la oui, oui. sortie, étant donné que le marché est vraiment inondé, on se Oui. retrouve à prendre des petits boulots de rien Oui. du tout. Quelqu'un qui a fait 6 à 7 années d'études qui ressort de là Oui. et qui va commencer à travailler, se retrouve avec 30 000, voire Oui. 25 000 même de Mhm. francs CFA par mois, Mhm. ce qui est c'est pas considérable du tout. Mhm. Pour Mhm. quelqu'un qui a 26 à 27 ans, qui a ses propres difficultés, qui doit peut-être s'occuper de son loyer, de Mhm. sa nourriture et tout cela, les Mhm. 25 000 par mois, c'est insignifiant. C'est Mhm. une chose à laquelle même on n'y pense pas du tout quand Mhm. on fait au moins des formations de 6 à 7 années. Et comment Mhm. est-ce que chez vous, pour ton cas, cela Mhm. s'est passé? Alors, je dirais d'abord que mon premier boulot, je l'ai eu au Burkina Faso. OK? Et c'était un stage d'ailleurs. Vous savez qu'à l'université de Bobo, pour finir ta formation, il faut faire un stage et écrire un rapport de stage. Donc, j'ai fait 2 à 3 mois dans une entreprise où j'ai quand même appris, c'est-à-dire s'il faisait c'était la connexion Internet. OK? Donc, c'est cette entreprise d'ailleurs qui utilisait une technologie qu'on appelle le WiMAX qui m'a motivé. Bon, ça m'a donné des idées à vouloir continuer dans le domaine de la technologie. Et je suis arrivé à Taïwan justement pour ça. Maintenant, spécifiquement à Taïwan, alors comment ça s'est passé? J'essaie de vous raconter, disons, mon premier stage pour que vous sachiez comment c'était assez anecdotique. Parce que, vous savez, à Taïwan, il y a des sites web où tu peux appliquer, tu peux en fait t'enregistrer pour demander un stage. C'est-à-dire les entreprises font leurs offres et voilà, tu te proposes comme candidat. Et
Je suis allé sur l'un de ces websites, c'était totalement en chinois, hein, et j'ai fait la procédure, ok, et je n'avais pas de réponse pendant un bon bout de temps, ok. Alors, ce que j'ai fait, j'ai simplement cherché le numéro de téléphone de cette entreprise et je les ai appelés. J'ai dit, ben, j'ai envoyé mon CV, je n'ai pas encore reçu de message de votre part. Est-ce que je peux avoir une réponse pour que je sache comment, voilà, comment planifier voilà, mes différentes activités. Et ils me disent, euh, on a répondu à ton offre et je pense que c'était une offre positive. Là, je suis étonné. J'ai dit, ah bon, mais je n'ai pas vu de message. J'ai dit, ben, je vérifie ma boîte mail et je vous reviens. Et je vérifie ma boîte mail et je ne vois rien. Je ne vois pas de message. Et je me suis dit, OK, et si je regarde les spams? Je regarde dans les spams, je vois, je cherche et je vois un message comme quoi je peux passer pour une entrevue. Et je me rends compte qu'en fait, c'était une offre que On t'avait, on t'avait il, déjà répondu, il mais m'avait répondu, malheureusement, le c'était dans message les avait spams. été filtré par ton Dans les spam. spams. Voilà, pour les spams. Wow. Donc, je rappelle l'entreprise et je lui dis, OK, je viens de voir le message, mais c'était vraiment dans les spams. Je m'excuse, OK? Et je dis, mais je suis prêt actuellement pour l'interview. Ils disent que c'est compliqué actuellement, que mais si tu es libre aujourd'hui, ça peut le faire. Alors que j'étais dans une autre ville. La ville est à plus d'une heure de là où j'étais. Je dis, OK, je dis, actuellement, je peux bouger pour faire l'interview right away. J'ai dit exactement maintenant. Ils disent, OK, si tu peux venir maintenant, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais à la gare, je prends le bus, je pars, j'arrive à l'entreprise et c'est deux Américains qui me reçoivent. On fait l'interview et ils me demandent, ben, quand est-ce que tu es libre pour commencer? Je dis, maintenant, exactement maintenant, je suis prêt, je peux commencer. Et ils ont vraiment aimé cette attitude. Et on n'a pas parlé de salaire, on a parlé vraiment de rien à part ce qu'ils sont en train de faire. J'ai eu à faire un test de programmation là-bas. Ils m'ont dit, OK, le lendemain, tu reviens et tu commences, on va signer un contrat et puis tu commences. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier stage ici à Taïwan. J'aime souvent parler de ça pour montrer que on ne dépose pas son CV et on disparaît. Ouais, il faut faire ce qu'on appelle du follow-up. C'est-à-dire, il faut toujours repartir vers l'entreprise et voir ce qui se passe, même au Burkina ou en Afrique, il faut tenter de le faire. C'est-à-dire, lorsque tu le fais, tu montres ta personnalité, en fait. C'est très important. Ça, c'est un. Deuxièmement, euh, je, je ne mets pas l'argent ou le salaire au devant des choses lorsque je vais dans une interview. Pourquoi je ne le fais pas? Parce que je suis jeune. J'ai une manière de voir les choses très différente de ce que les gens voient en Afrique. Les gens se disent, par exemple en Afrique, j'ai étudié pendant très longtemps. Normalement, si je gagne un boulot, je dois avoir un bon salaire. Vous voyez? Mais en réalité, et ça aussi je parle en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas la durée de tes études qui font la compétence que tu as. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir. C'est ce que tu as fait vraiment en pratique. Vous voyez? Donc, il faut mettre en avant le fait de vouloir apprendre au lieu du fait de vouloir avoir de l'argent. Donc, lorsqu'on est nouveau, je pense, lorsqu'on est jeune, je pense qu'il ne faut pas se plaindre d'avoir un tout petit salaire. Mais il faut se plaindre de ne pas apprendre assez. Vous voyez? Il faut, lorsqu'on a un premier salaire, même si c'est gratuit, faire tout pour apprendre le maximum possible et avoir le maximum de connaissances, de telle sorte que lorsque vous allez aller dans une autre entreprise, vous allez avoir un meilleur salaire que ce que vous avez avant. Vous voyez? Et même si le salaire est très bas, petit à petit, ça va augmenter. Et quand on est jeune, on n'a heureusement pas beaucoup de charges. Donc, on ne peut pas vraiment se plaindre. Vous voyez? Donc, c'est la philosophie que en tout cas, j'ai essayé de mettre en place. Et à chaque fois, les entrepreneurs, ils aiment et ils me recrutent. Et ça me permet vraiment d'apprendre, de travailler dans des entreprises très facilement et mon CV est de plus en plus large, de telle sorte que
certaines personnes, quand ils voient mon CV, ils pensent que je suis très cher, alors qu'en fait, je prends des petits salaires. Vous voyez? Donc, je pense il faut mettre ça en avant. Ça c'est mon propre avis, hein. Il faut mettre ça en avant. Et il ne faut pas attendre d'étudier pendant longtemps avant de commencer à avoir une expérience professionnelle. C'est vrai qu'en Afrique, beaucoup le disent, ah, j'ai étudié pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis voilà, c'est maintenant que je cherche du boulot. Je pense qu'il ne faut pas attendre ça. Il faut, pendant même que tu étudies, chercher à avoir des stages, par exemple, ou chercher à avoir un stage où tu peux vraiment apprendre quelque chose. Et lorsque tu as ce stage, il ne faut pas t'asseoir, il faut tout faire pour apprendre tout ce tout ce que tu peux apprendre. Il faut être curieux. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau-là. Et c'est ce que j'utilise jusqu'à présent. Et par exemple, actuellement, le boulot de consultant que j'ai, je n'ai pas mis l'argent en avant. Je n'ai vraiment pas mis l'argent en avant. On m'a juste proposé quelque chose. J'ai trouvé que c'est pas mal. Et j'ai pris parce que je n'ai jamais fait un boulot qui concerne les objets connectés. Donc, c'est pour moi une opportunité d'apprendre. Vous voyez? Mais la deuxième fois que j'aurai une offre, je dirais que ben, j'ai une expérience en objets connectés, donc je peux maintenant négocier les termes. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y a un problème de patience que les jeunes doivent avoir. Patience et ténacité, il faut vraiment tenir à l'apprentissage, curiosité. Et je pense que lorsque on est ainsi, on peut avoir plus facilement un boulot que d'autres. Et avoir aussi une bonne approche dans la recherche d'emploi. Et de cette manière, je pense que ça peut aller. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que, en tant que jeune, il ne faut pas que nous mettons en fait en priorité l'aspect économique, l'argent que Oui, tu retires de ce boulot-là, mais oui, plutôt prioriser l'expérience, ce que tu vas apprendre, parce que c'est ça, effectivement, à la fin, c'est cette expérience-là qui fera de toi quelqu'un de très sollicité, quelqu'un de c'est très ça, important exact, et de vraiment compétent. c'est ça, c'est Et ça. pour continuer, j'ai aussi une autre question. Alors, quelle est la particularité du milieu de l'emploi à Taïwan? Je m'explique. Oui, Euh, Par exemple, ici, on a une tendance, on va dire au Burkina, par exemple, oui, oui, où la tendance à ces heures-là, c'est d'aller vers la fonction publique parce qu'il y a beaucoup aha, de concours. oui, C'est des oui, concours d'entrée à la fonction publique, mais des oui, concours en fait spécialisés où ils oui, recrutent des gens de différents domaines, souvent en IT, souvent en oui, économie, qui oui, sont insérés au niveau des ministères, en tout aha, cas à des postes assez stratégiques et très intéressants. Et il y a ok, beaucoup de jeunes comme ça qui sortent des universités qui sont recrutés par mhm, l'État. Il y a ok, aussi les startups, mais ici, les startups, bon, on va dire les petites sociétés, les oui, PME qui essaient de se former, qui ont des idées innovantes, mhm, mais qui n'ont pas encore de grands fonds pour démarrer, oui, mais qui ont quand même de l'avenir. Mais ici, oui, c'est pas très, très développé ok, encore. Au ok, Sénégal, c'est vrai qu'ils sont beaucoup à l'avance par rapport à la plupart des pays de la sous-région. Et à la Côte d'Ivoire aussi, où il y a oui, beaucoup de choses qui bougent, en oui, tout cas dans ce sens. Et il y oui, a également les oui, grandes sociétés et les multinationales qui oui, recrutent très souvent et oui, qui proposent de gros salaires, mais oui, à l'intérieur desquels aussi souvent le challenge aussi n'est pas très très oui, de mais il y a aha, aha, aussi la mobilité qui, de jour en jour, on voit des jeunes qui sont souvent de tel pays, qui vont aller oui, dans un autre pour des boulots de consultance et mhm, souvent aussi pour des formations et autres. mhm. Alors, on est tenté de te demander comment est-ce que ça se passe à Taïwan? À Taïwan, côté mobilité, côté société ou multinationale, start-up, fonction Ok, publique, est-ce que tout cela peut être appréhendé? ok. Alors, je dirais que Taïwan, il y a vraiment une grande différence avec l'Afrique parce que déjà, il y a beaucoup de sociétés, disons, les petites et moyennes entreprises, ok, qui peuvent embaucher les gens, ok. Il y a aussi les grosses entreprises, comme tu l'as souligné en Afrique. Mais le nombre de PME à Taïwan est tellement élevé que avoir du boulot n'est pas aussi difficile pour les Taïwanais. Voilà, c'est comme je disais, il y a des plateformes où lorsque tu pars, il y a vraiment plein de milliers d'offres d'emploi.
Maintenant, à toi de choisir, de vraiment prendre ce que tu veux. Personnellement, mon expérience professionnelle à Taïwan, j'ai vu beaucoup de Taïwanais qui changent de boulot tous les 2 mois, tous les 3 mois, juste parce qu'il y a l'offre, il y a beaucoup d'offres, mais c'est pour eux les Taïwanais. Maintenant, pour les étrangers, c'est une autre histoire. C'est-à-dire pour les étrangers, puisqu'il y a la question de la langue qui fait barrière, il faut pouvoir lire et parler en chinois. Donc, les entreprises souvent sont réticentes à embaucher des étrangers. Par contre, lorsque c'est une entreprise qui a une visée internationale, ils ont besoin de gens qui savent très bien parler anglais ou des gens qui veulent travailler avec leurs partenaires étrangers. Là, il y a une ouverture pour les étrangers. OK? Mais pour nous autres, les développeurs, ceux qui sont dans la technologie, ben, on n'a pas besoin de parler à qui que ce soit. Lorsque on fait nos programmes informatiques, voilà, on peut facilement avoir du boulot lorsqu'on le cherche. Il y a vraiment plein d'offres et c'est une question de qui est-ce qu'ils choisissent. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Maintenant, à côté de ça, il y a aussi bien sûr les jeunes qui se lancent par eux-mêmes. OK? Les startups, comme tu l'as dit. Il y a beaucoup de startups à Taïwan, plein de startups. Heureusement qu'il y a un écosystème qui a été mis en place pour ceux voilà, ceux qui veulent se lancer dans ces genres de trucs. Vous savez, les startups sont importants, c'est-à-dire on a besoin d'entrepreneurs, mais on a besoin aussi de venture capitalists, c'est-à-dire de personnes qui sont prêtes à prendre l'argent de leur poche voilà, et miser sur les jeunes en question. Et à Taïwan, il y a beaucoup de ces venture capitalistes qui font quelque chose pour les jeunes. Il y a plein de compétitions qui permettent aux jeunes de lancer leur business, okay, de faire quelque chose. Et c'est pas seulement dans le domaine de la technologie, c'est-à-dire dans tout type de domaine, même la cuisine, les médias, voilà, plein de jeunes tentent de faire quelque chose. Et ça marche. Voilà, certains arrivent vraiment à s'en sortir et certains, la plupart échouent parce que ça, c'est une question globale. C'est-à-dire, les startups, beaucoup de startups échouent. Plus de 50% des startups échouent dans le monde. Voilà, donc il y a ces options-là. Okay? Il y a les Taïwanais, par exemple, ils ont des facilités pour aller dans les pays étrangers puisque leur passeport est facilement, c'est-à-dire ils peuvent facilement avoir le visa. Okay? Mais pour les étrangers, c'est carrément une histoire, comme je le dis. Voilà, donc il faut voilà, de traiter les affaires internationales, les visas et pour pouvoir s'en sortir. Okay? Mais en gros, je dirais que si tu as une certaine ambition et que tu es à Taïwan, normalement, tu ne dois pas pouvoir avoir des difficultés pour avoir du boulot. OK? Et même si il n'y a pas du boulot, il y a toujours des petits boulots à faire. Par exemple, le plus populaire, ce que les étrangers aiment le plus, c'est enseigner l'anglais. Beaucoup de gens enseignent l'anglais ici à Taïwan pour avoir de petits fonds. OK? Et il y a, voilà, ça c'est le plus populaire. Maintenant, il y a le commerce international. Il y a certains qui ont des petits postes de commerce, c'est-à-dire contacter les potentiels clients étrangers. OK? Ça, c'est des options que les gens ont ici. Voilà, donc c'est un peu, disons, un ramassé de la situation à Taïwan. Mais je dirais que c'est pas très différent de certains pays, ok? Juste au niveau entreprise taïwanaise, les entreprises taïwanaises sont un peu plus réticentes à prendre les étrangers et à cause de la langue. Et les entreprises chinoises, par exemple, elles sont plus ouvertes, par exemple, à prendre les étrangers. Vous voyez? Et il y a des domaines où il est difficile pour un étranger de travailler. Par exemple, le domaine financier, par exemple, c'est difficile de voir un étranger dans le domaine des banques, hein, dans le domaine de la santé, des trucs comme ça. Alors que, par exemple, en Chine, tu peux voir des gens qui sont dans le domaine de la santé. Donc, c'est ça. Donc, ce que certaines personnes, en tout cas moi, ce que je fais, lorsque j'ai des options, des chances d'avoir un boulot à Taïwan, je montre que je sais parler le chinois. C'est-à-dire, je m'exprime en chinois et ils sont plus rassurés quant à la possibilité de communiquer. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, ce qu'il y a à Taïwan. C'est le marché ouvert, mais ça n'empêche pas que il y a beaucoup d'opportunités quand même en Afrique, côté entrepreneuriat. S'il y avait un moyen de financement, je pense que beaucoup de choses allaient bouger.
Mais il faut pas aussi attendre le financement, hein. Vous savez, on peut commencer son business sans attendre le financement. Et puis, lorsque vous allez atteindre un certain niveau, vous allez voir que les investisseurs vont eux-mêmes courir pour venir vers votre entreprise. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau. Tout à fait. Vraiment, merci beaucoup pour cet éclairage. C'est un sujet très important et qui est d'actualité. Un peu Oui, partout, on entend parler et il y a des startups qui poussent de partout, on va dire, que ce soit aux oui, États-Unis. oui, Et même qu'en Afrique, ici, on reçoit des produits de ces startups-là. oui, Euh, Notamment, on voit par exemple Skype qui est aujourd'hui beaucoup très utilisé. oui, On a entendu parler de Uber en oui, Europe et oui. qui sait, peut-être ça viendra ici aussi en Afrique. On Mhm, entend aussi parler de petits sites par-ci et par-là qui sont assez innovants, oui, mais en Afrique, dans ce domaine de la technologie là, c'est vrai, il y en a quelques cas exceptionnels, mais il n'y a oui. pas beaucoup de startups, en tout cas, qui parviennent à sortir de nos frontières Mhm, et s'exporter à l'étranger. Alors, mhm. j'aimerais avoir une idée. Est-ce que là-bas à Taïwan, tu t'engages également dans l'entrepreneuriat à ton propre compte? Ou bien as-tu déjà des sociétés comme ça que tu as entrepris de mettre en place? Et Ok. quelle est ta vision en fait de ce milieu? Et quels Mhm. conseils as-tu à donner à ceux qui voudraient s'engager dans Ah, l'entrepreneuriat? ouais. Ok, alors je dirais que d'abord, l'entrepreneuriat, je dirais qu'on ne s'engage pas ou on n'entre pas ou on ne décide pas de faire l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est pas une décision. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, on est entrepreneur ou on n'est pas entrepreneur. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Il y a des gens, par exemple, qui se disent entrepreneurs, mais il y a des manières de faire, de gérer les choses qui ne sentent, on ne sent pas en entrepreneur en eux, en fait. Un exemple simple, la prise de risque. Les entrepreneurs sont des gens qui prennent beaucoup de risques, alors que ceux qui ont peur d'y aller, ce ne sont pas des entrepreneurs. C'est-à-dire, ils doivent vraiment pouvoir surmonter la peur, là. Vous voyez? Donc, c'est vrai que je ne suis pas en Afrique, mais j'ai déjà commencé mes petites, disons, je n'appellerai pas ça aussi start-up, c'est-à-dire mes entreprises en Afrique. Et j'ai décidé carrément de les faire en Afrique au lieu de les faire en Asie, parce que l'Afrique, c'est le lieu où je veux évoluer dans l'avenir. Donc, autant commencer directement sur le continent africain. Et si on veut faire une comparaison, disons, très analytique, l'Afrique a beaucoup, beaucoup plus de potentiel que l'Asie. En Asie, par exemple, à Taïwan en tout cas, presque tout est fait, c'est-à-dire les choses sont déjà mises en place. C'est très compliqué d'innover, vous voyez. En Afrique, on n'a même pas besoin d'innover. En Afrique, il y a tellement de problèmes qu'on peut résoudre et chaque résolution de problème est une opportunité d'entreprise que vraiment, chacun au Burkina peut créer son entreprise très facilement. Donc, je me suis dit, ben, je vais me lancer en Afrique. Et dès 2016, j'ai réuni un certain nombre d'amis ici à Taïwan, mais je leur ai dit, ben, les amis, commençons notre entreprise. On a cherché un nom, on a trouvé un nom et on a commencé notre business directement. On a ouvert notre entreprise au Rwanda et on a commencé à opérer au Burkina Faso, ensuite au Cameroun et maintenant en Côte d'Ivoire. Et on a lancé un certain nombre de plateformes, on a proposé un certain nombre d'offres et déjà voilà, on commence à essayer de se faire connaître, même si on évite les médias parce que le plus important, c'est pas de se faire connaître. Le plus important, c'est de rendre son produit très bon et de rendre son offre inévitable, de bonne qualité. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'ai créé une entreprise avec des amis qui s'appelle Yanfoma. Voilà, entreprise d'ailleurs créée au Rwanda et on a en 2018, l'année passée, en septembre, on a lancé notre e-commerce, ok, sur le continent africain, mais on a réduit ça à certains pays, ok, on a réduit à certains pays. Et bien sûr, avant ça, il y a eu plein d'activités qu'on a eu à faire, mais bon, on n'a pas le temps d'en parler. Mais ce que je peux dire déjà, notre plateforme, c'est e-commerce, c'est la première chose qu'on a lancée. Dans les mois à venir, on lance d'autres plateformes, OK, pour supporter en fait la plateforme e-commerce. Et c'est une plateforme assez particulière parce elle est dédiée à ceux qui sont intéressés par les objets connectés. Vous savez, en Afrique,
Euh, les objets connectés sont assez populaires, les DIY, mais c'est difficile d'avoir accès à ces objets connectés. Par exemple, les Arduino, les Raspberry, les petits microcontrôleurs. Vous voyez, c'est pas simple d'avoir ces genres d'outils en Afrique, en tout cas dans certains pays. Donc, on a décidé de lancer une plateforme yanfoma.com où on peut avoir accès à ces produits assez facilement. Ensuite, on a permis, sur cette plateforme, on a ouvert, voilà, yanfoma.com. Et maintenant, cette année, on a lancé Yanfoma Soko, c'est-à-dire Yanfoma Soko, qui est une plateforme qui va contenir des boutiques en ligne. Donc, en fait, on a déjà une boutique en ligne qui est sur yanfoma.com, Yanfoma Soko. Et cette boutique en ligne vend en fait des produits d'objets connectés. Et dans les mois, dans les semaines et mois à venir, on va ajouter d'autres boutiques en ligne, c'est-à-dire ceux qui veulent vendre, par exemple, des services cloud ou bien ceux qui veulent vendre, voilà, tout autre domaine, c'est-à-dire des habits, des chaussures. On a, par exemple, le prochain en liste, c'est quelqu'un qui vend du vin made in Burkina qu'on va mettre sur notre plateforme voilà, pour les achats en ligne. OK? Et on essaie vraiment d'innover en apportant, par exemple, un exemple simple. Sur notre plateforme, il est possible de payer via crypto-monnaie. C'est-à-dire, si vous avez des bitcoins et que vous voulez payer sur notre plateforme, il est possible de le faire. OK? Voilà, donc on essaie de faire des produits de ce genre, des plateformes de ce genre. Et aussi, on fournit des services gérés. Ça veut dire il y a des entreprises ou des organisations, disons, non seulement à but lucratif ou à but non lucratif, qui nous contactent pour qu'on essaie de leur fournir un certain nombre de services. Par exemple, l'un de nos clients, l'un de nos premiers clients, on a d'autres clients, mais l'un de nos premiers clients, c'est une organisation qui s'appelle Afrique Éveil, avec qui on travaille quand même, ça fait plus de 2 ou 3 ans. On a conçu le site web, on a en train de concevoir leur plateforme, une plateforme de travail à eux. On gère leur marketing, etc., etc. Et l'année passée, d'ailleurs, en novembre-décembre, leur site, disons le site qu'on a conçu, a eu le prix Gambré du meilleur site d'une organisation de la société civile. Vous voyez, donc on essaie d'aller d'étape en étape pour pouvoir non seulement se financer soi-même, mais aussi pouvoir réaliser les plateformes qu'on veut mettre en place. Vous voyez? Et une chose que je veux dire parce que tu as demandé ce que je pense voilà, du domaine de l'entrepreneuriat et tout, je pense que d'abord, les gens pensent que c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau. En Afrique, par exemple, ce n'est vraiment pas quelque chose de nouveau. Tout le monde pratiquement est entrepreneur en Afrique. Vous allez dans un marché populaire en Afrique, vous allez voir que toutes les femmes qui sont là-bas sont des entrepreneurs. Mais juste qu'elles n'ont pas de business model, vous voyez, elles n'ont pas de... C'est juste un acheter-vendre, mais toutes celles qui sont là-bas, elles sont en train de se battre, vous voyez, et pour pouvoir s'en sortir. Vous voyez? Et comme il n'y a pas de boulot en Afrique, comme vous le dites, c'est difficile d'avoir du boulot. Plein de gens se retrouvent à être entrepreneurs. Vous voyez? Même ceux qui sont cordonniers, même ceux qui sont, voilà, et ceux qui n'ont pas pu étudier deviennent des entrepreneurs. Les réparateurs, ce sont des entrepreneurs. Tout ça sont des entrepreneurs. Juste qu'il n'y a pas une théorie derrière ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils font juste quelque chose qui n'est pas théoriser, genre, ils n'ont pas, comme je vous dis, ils n'ont pas de business model, etc., etc. Ils n'ont pas besoin de gros financement, ils ne veulent pas changer le monde, vous voyez. Ils veulent juste faire quelque chose qui va les permettre d'avoir, disons, le minimum pour pouvoir vivre, vous voyez. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qui est nouveau dans ce qu'on appelle start-up, c'est la question de l'innovation. Vous voyez, la question de l'innovation. Alors qu'en Afrique, comme je dis, on n'a pas vraiment besoin d'innover énormément parce qu'il y a plein de problèmes à gérer. La question de l'innovation est vraiment adaptée pour les pays européens, par exemple, où presque tout est fait, où il faut trouver quelque chose de nouveau à faire. Il faut améliorer les trucs. Donc, il faut être vraiment innovateur. Mais en Afrique,
Euh, écoutez, en une journée, je peux vous citer 10, 15 problèmes rien qu'en marchant sur la rue. Des problèmes que lorsque vous allez résoudre, vous allez vous faire de l'argent. Vous voyez? Donc, c'est un peu la différence que je trouve et un peu mon avis sur la question de l'entrepreneuriat en Afrique. Et il y a un manque, comme je disais, il y a un manque de soutien de la part non seulement de ceux qui ont les moyens économiques, mais aussi de ceux qui ont les moyens, ceux qui ont le pouvoir politique. Vous voyez, il y a beaucoup on voit qu'il y a beaucoup de promotions sur l'entrepreneuriat, etc., etc., mais on ne met pas le système en place pour vraiment motiver les gens à être entrepreneurs. Un exemple très simple, on part faire des formations sur l'entrepreneuriat, mais lorsque un jeune veut créer son entreprise, c'est compliqué. On lui demande de fournir tel autre document, etc., etc. Ben, c'est déjà décourageant pour un jeune de savoir qu'il faut donner tous ces documents-là pour pouvoir ouvrir une entreprise. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est allé au Rwanda pour ouvrir notre propre entreprise, où rien qu'en moins d'une semaine, en 2, 3 jours, on a pu ouvrir notre entreprise en ligne. Même pas sur place, en ligne qu'on a ouvert notre entreprise. Rien qu'en 2 jours maximum. Donc, si par exemple au Burkina Faso, on nous dit qu'il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat et on ne facilite pas la création d'entreprises, vous voyez, ça devient compliqué. Vous voyez, c'est le minimum qu'il faut faire. Où on te demande d'avoir un certain nombre d'avoirs financiers avant de pouvoir avoir un petit financement, même si c'est un financement de 15 c'est pas moi, je dirais pas 15 millions, mais disons même 150 000, on te demande souvent de donner des papiers, ça n'encouragera pas. Donc, il y a un système qui manque beaucoup en Afrique qu'il faut vraiment trouver un moyen pour résoudre. C'est là vraiment différent de Taïwan où il y a tout un écosystème. À Taïwan, il y a un endroit qu'on appelle le stade des startups, c'est-à-dire toutes les startups vont là-bas pour se former, pour savoir comment créer son entreprise, comment et aussi créer, comment monter le business plan. Plein d'entreprises le font ici. Et malheureusement, en Afrique, il n'y a pas vraiment beaucoup de suivi à ce niveau. On encourage les gens à le faire, mais on ne leur montre pas la route, on ne leur facilite pas la route. Vraiment, tout ce que tu viens de nous exposer là, c'est très Oui, intéressant. oui, Et au passage, je voudrais même d'ailleurs même te féliciter euh, parce que dernièrement, j'ai vu votre plateforme sur laquelle il oui, y a les e-commerce oui, d'objets connectés oui, qui oui. sont exposés. C'est assez intéressant. Et OK. comme tu l'as dit ici, souvent, il y a ces choses-là qui intéressent les gens, Oui, mais il n'y a pas un marché spécifique en Afrique oui, qui nous oui, permet d'avoir l'ensemble de oui, ces objets-là. oui, oui. Et vous faites quelque chose d'extraordinaire en présentant cela. Mhm. Et éventuellement, quand les gens sont intéressés, vous pouvez les importer C'est et ça, on pourra les récupérer sur place ici. En tout cas, c'est ça. c'est une belle initiative et je pense que l'ensemble de la communauté vous soutient dans ce sens-là. Voilà, merci. Pour continuer, quels Oui. sont les débouchés d'avenir du monde de l'emploi à ton avis, notamment par ta Euh, vision à Taïwan oui. et également Mhm. du monde dans son ensemble? Je pense personnellement qu'il n'y a pas de métier d'avenir. Chaque métier a toujours la possibilité de se recréer. Euh, le cas, par exemple, de l'Afrique, je dirais, par exemple, en Afrique, l'agriculture est un métier d'avenir. C'est assez péjoratif, c'est assez bizarre, mais l'agribusiness, par exemple, c'est un métier d'avenir, OK? Bien sûr, les domaines technologiques, hein, l'IoT, les objets connectés, c'est l'avenir, OK? Pour ceux qui vont écouter, Oui, c'est pas sûr que tout le monde connaît ce que c'est les objets oui, connectés. Bon, oui, mais déjà, de mon point de vue, je sais que les objets connectés, c'est l'ensemble des objets, on va dire les téléphones, les caméras, oui, oui, peut-être même toute la machinerie qui est connectée sur le réseau oui, Internet et qui oui, peut être exploitée en vue de récupérer les données qui sont stockées sur, ou bien qui sont fournies par ces objets connectés-là, c'est ça, à but de les utiliser notamment dans l'intelligence artificielle. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Maintenant peut-être
pour ajouter un Ok, peu parfait. plus, et ce qui fait vraiment la spécificité des objets connectés, c'est que de nos jours, on a la possibilité de changer les fonctionnalités de chaque objet que l'on a, c'est-à-dire tous les objets qui sont autour de nous. On a la possibilité de changer leurs fonctionnalités en ajoutant quelque chose, c'est-à-dire un outil électronique. Par exemple, une chaussure, on peut ajouter de l'électronique, on peut programmer là-dessus pour changer le comportement. OK? Voilà, donc c'est un peu la spécificité. Changer la fonctionnalité des objets qui sont autour de nous, récolter des données, analyser ces données, prendre des décisions, ouais, et améliorer la vie des gens en général. Voilà, et pour continuer peut-être avec la question que tu avais posée sur les débouchés d'avenir, euh, voilà, je disais qu'il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas vraiment de métier d'avenir. Ça dépend du domaine dans lequel on se trouve. Euh, Parce que il suffit qu'un domaine se réinvente et ça devient un métier d'avenir. Vous voyez? Et par exemple, au niveau de l'éducation, il y a plein d'innovations qu'on peut ajouter au niveau de l'éducation de telle sorte que être un enseignant peut devenir subitement un métier d'avenir. Vous voyez? Mais grosso modo, ce que je peux dire, en Afrique, je pense vraiment à l'agriculture. L'agriculture, bien sûr, par rapport à tout ce qui contient l'agriculture, c'est-à-dire élevage, voilà, et production de matières premières ou de matières vivrières, bien sûr, l'informatique également, et tout ce qui est dans objets connectés, le web, le cloud, ce sont des objets, ce sont des métiers qui vont vraiment se développer dans l'avenir. L'intelligence artificielle, je ne pense pas pour le moment, ok, pour le moment, parce que d'ailleurs, ce sont des trucs qui s'utilisaient bien avant, mais à venir, je ne, peut-être un peu plus loin, ok, peut-être pas vraiment proche, ok, mais je vois plus l'agriculture venir bien en avant et le tourisme, voilà, l'approvisionnement, les transports aussi, c'est un domaine vraiment d'avenir. En Afrique, vraiment, tout est ouvert. Donc, c'est une question pour moi qui est très ouverte parce qu'en Afrique, il y a plein d'opportunités. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Pour continuer également, alors, on tire un peu vers la fin. Oui, Il nous reste environ 2 ou 3 questions ok, pour terminer. oui, Jusque-là, on a fait 1 heure déjà de communication, ok, ce qui est très intéressant. oui. La première des questions sur les 3 dernières, c'est les littératures que tu aimerais recommander aux plus jeunes et à tous ceux qui nous écoutent, notamment dans le domaine du développement personnel, Oui, du développement technique de soi-même. oui, Alors, oui. est-ce que toi, tu as des littératures, des citations, des proverbes ou des anecdotes ou Uh-huh. phrases d'accroche qui encouragent et te motivent particulièrement que tu Oui. voudrais partager? Alors, c'est une question difficile pour moi parce que j'ai beaucoup de littérature. Je lis beaucoup de choses. Donc, il est difficile de choisir quelques-unes et les mettre en avant. Mais je dirais que la première chose qui peut motiver quelqu'un, c'est sa propre vie. Ta propre vie, ma propre expérience souvent me motive. C'est-à-dire, quand je raconte ce qui m'est arrivé, ça me motive. Ou l'expérience des autres. Vous voyez, souvent, lorsque tu essaies de connaître ce que les autres ont vécu, ok, ça motive ta démarche dans certaines activités. Donc, j'encouragerais les gens à connaître la biographie de certaines personnes qui ont réussi. Par exemple, voilà, il y a par exemple, disons, Henry Ford qui est très populaire, qui a réussi dans le monde. Il y a même en Afrique, hein, si quelqu'un peut étudier Aliko Dangote, si quelqu'un peut étudier, voilà, un homme d'affaires assez, Tony Elumelu, c'est bien d'étudier les biographies des gens. Sam Walton, par exemple, qui est voilà, le directeur, ou Steve Jobs, voilà, il faut savoir comment ces gens-là ont réussi et ça peut t'aider dans ta manière de faire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense qu'il faut, pour un Africain, je pense qu'il faut connaître l'histoire de l'Afrique. C'est très bizarre, mais l'histoire de l'Afrique a contribué à faire de moi ce que je suis. C'est-à-dire, il faut vraiment comprendre ce qui s'est passé en Afrique, ou même ce qui s'est passé au Burkina ou en Côte d'Ivoire, etc., etc. Il y a une grande méconnaissance de l'histoire et l'histoire permet de, de redonner, en fait, c'est comme ça te permet de recréer le génie que tu as en toi. OK?
Donc, j'encourage les gens à vraiment étudier leur histoire, connaître des choses sur l'Afrique et ça va les aider. Bon, on entend, même si c'est pas lire, même si c'est vrai que souvent lire, certaines personnes ont des problèmes pour lire, mais le plus important, c'est la connaissance que tu as. C'est-à-dire, tu peux lire des audios, des vidéos. De nos jours, c'est facile d'avoir des audios, des vidéos de certaines personnes, comme par exemple Cheikh Anta Diop, pour bien connaître l'histoire de certains royaumes d'Afrique. Même le savoir comment les royaumes mosés fonctionnent, ça peut aider au niveau du développement personnel. Ensuite, il y a bien sûr d'autres livres que je lis, mais il y a vraiment beaucoup de livres. Mais bon, le plus populaire que certaines connaissent, c'est le livre de Père riche, Père pauvre. Je pense que ceux qui l'ont lu, je ne sais pas comment ils l'ont lu, mais voilà, de Kiyosaki. Je pense que c'est un très bon document. Je pense que c'est très bien. Mais c'est plus intéressant lorsque vous discutez de ça avec des gens qui ont lu. Il faut échanger parce que les interprétations sont vraiment différentes. C'est-à-dire, après avoir lu, il faut faire des partages d'expériences, des discussions, des débats, comme on le dit, pour pouvoir tirer le maximum de ce genre de documents. Voilà, donc il y a plein de documents. Vraiment, je pense qu'après, je vais faire un article pour lister tous les documents que je lis. Mais je pense qu'on peut déjà commencer par ça, par Père riche, Père pauvre. Voilà, et lire les biographies des gens, savoir comment les gens réussissent. Et puis, bon, déjà, ça peut aider. Voilà. Peut-être si Effectivement, tu Père veux riche, qu'on Père ajoute. pauvre, c'est Oui. un livre très intéressant que moi aussi, que j'ai eu à lire et je les recommanderais également à ceux qui l'ont pas lu. Pour Oui. continuer, voilà la deuxième question que je t'avais déjà posée. Tu as un proverbe, une citation, une anecdote ou une phrase d'accroche qui Une, une, t'encourage et te motive particulièrement? une phrase, bon, vraiment, il y en a beaucoup. Je dis, bon, actuellement, ce qui me vient en tête, c'est la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Voilà, vous savez, une fois, il y a un ami qui est actuellement en France qui m'a demandé des questions sur l'avenir de l'Internet. Et bah, bon, il m'a demandé comment je prédis Internet en 2025. C'est très compliqué de répondre à cette question, mais je me suis rendu compte que c'est plus facile si je me dis qu'est-ce que moi je veux réaliser dans l'avenir, dans l'avenir, ok, puisque je suis dans le domaine. Et en ce moment, ça devient plus simple. Et si tu veux que ça se réalise, en ce moment, tu es obligé de te battre. Parce que dans l'avenir, lorsque le temps va arriver, tu vas devoir prouver à cette personne-là que la prédiction que tu as faite était vraie. Donc, tu es obligé de te battre en ce moment. Donc, souvent, lorsque je me dis ce genre de phrases, la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de l'inventer. Euh, tout ce que je dis aux gens, je dis que non, dans 5 ans, voilà ce que je vais faire. Parce que c'est moi-même, j'ai décidé de le faire. Ça motive, ça me motive et ça motive ceux qui sont autour de moi, en tout cas, mes collaborateurs, à travailler davantage. Tout à fait. Merci. Pour terminer, Oui, puisque nous sommes à la dernière question, oui. comment est-ce que les membres de la communauté peuvent te contacter au besoin? Alors, notamment, est-ce que tu pourrais partager les plateformes sur lesquelles on pourrait facilement te joindre, te connaître ou bien connaître ce que tu fais, et également des contacts, peut-être LinkedIn, Skype. Je dirais que le moyen le plus simple, c'est d'aller sur ma page web, mon site web, amonbazongo.me. Sur ce site web, vous pouvez avoir mon Facebook, mon parcours, même je pense mon LinkedIn également, voilà. Et il y a mon email, mon adresse email également, vous pouvez il y a mon numéro de téléphone aussi également. Donc, mon site web, bazongo.me et vous avez toutes les informations. Et d'ailleurs, ce blog a reçu, c'est un blog site web. Ce blog a reçu en novembre 2018 le prix Galian du meilleur blog du Burkina Faso. Donc, c'est l'occasion d'aller voir à quoi ça ressemble. Ok, super. Merci beaucoup, Amon. C'est fait un Voilà, grand plaisir d'échanger avec toi. voilà, Euh, merci, on a merci. abordé beaucoup de points aujourd'hui, très Mhm. intéressants. Ouais. Et je pense que si tu es d'accord, on pourrait éventuellement organiser d'autres sessions pendant lesquelles on pourra partager encore sur d'autres sujets. Il n'y a pas de problème. Alors, sur Merci beaucoup. ce,
et à Oui. très bientôt pour d'autres séances. Voilà, merci beaucoup. Et voilà, je reste en contact avec vous alors. Merci.